Et dans le dossier de TicTech, on vous parle aujourd'hui de Google, qui est en train peut-être de rebattre les cartes de la bataille mondiale de l'intelligence artificielle avec vous. Vincent Luciani, bonjour. Bonjour. Cofondateur et PDG d'Artefact. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Google cette semaine qui revient au premier plan. À la fois, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de sujets. Il y a les modèles d'IA avec son nouveau Gemini 3, ce qui a fait réagir d'ailleurs Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui nous dit passer en mode rouge pour améliorer, code rouge, hein, c'est ça, pour améliorer ChatGPT, mais aussi sur les puces. On sait que c'est un marché qui est largement dominé par Nvidia. Et donc, pourquoi... Donc, Google a ses propres puces. On a le sentiment que Google accélère. Google qui avait cette image, peut-être à tort, d'outsider dans l'IA. Il y a une accélération de Google qui rattrape notamment sur les puces et sur l'IA générative son retard. Je dirais qu'il y a de la continuité chez Google. Alors, il ne faut pas oublier que dans l'histoire de l'IA, alors parfois on a un peu la mémoire courte, mais c'est eux les premiers Google qui avaient publié ce fameux papier sur Attention is all you need en 2017, qui a été un papier qui après a été repris et a permis l'évolution des fameux LLM, Large Language Model. Et donc Google s'est toujours beaucoup investi sur la construction des modèles. Alors Google a aussi, par rapport aux autres acteurs, notamment par rapport à OpenAI, par rapport à Microsoft, fabrique ses propres puces. Depuis le début, les designs. Les TPU. C'est les fameux TPU. Alors voilà, faut savoir que. Puce TPU. Alors juste pour savoir que pour déployer des modèles d'IA, il existe plusieurs grandes catégories de puces. Les plus connues, celles dont le marché parle le plus souvent, sont les GPU. C'est Nvidia, ça. Ça, c'est Nvidia. Nvidia possède à peu près 90% du marché des GPU. Les GPU sont des puces qui sont très polyvalentes, qui permettent à la fois d'entraîner et de déployer des modèles. En fait, on a un peu découvert que ces GPU fonctionnaient bien sur l'IA, mais à l'origine, ces GPU étaient construits plutôt pour les jeux vidéo. En fait, Nvidia a eu cette capacité, cette intuition de les déployer sur de l'IA. Google, de son côté, depuis une dizaine d'années, fabrique une autre technologie qui sont les modèles, ce qu'on appelle ASICs, qui sont les puces ASICs. ASICs, c'est pour Application Specific Integrated Design. Rien à voir avec les pompes, évidemment. Rien à voir avec les pompes, voilà. Important. Et alors, en fait, ces puces-là, elles ont la particularité d'être moins polyvalentes. Les coûts fixes de fabrication sont plus élevés parce qu'il faut les construire avec des bureaux d'études spécifiques. Mais une fois qu'elles sont construites sur les applications, elles sont potentiellement beaucoup moins chères. Et finalement, elles ont la capacité de faire ce qu'on appelle de l'inférence, donc déployer des modèles beaucoup plus facilement. Donc je dirais, on échange de la polyvalence contre de la spécification, mais du coup, on gagne en efficacité. Alors, ce n'est pas nouveau chez Google, et je terminerai là-dessus. Ça existe depuis 2015. Google a toujours construit ses propres TPU pour ses applications en interne. Mais pas forcément dans l'IA. Alors, c'était déjà dans l'IA, parce qu'à l'époque, c'était pas dans l'IA générative. C'était pas dans l'IA générative. Les TPU étaient utilisés pour... alors, les TPU, c'est très pratique pour ce qu'on appelle ces multiplications de matrices, qui ont toujours été utilisées dans l'IA, mais plutôt pour du machine learning. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que Google les utilisait en interne. Et la nouveauté, c'est qu'elle commence, et alors ça, c'est un changement de stratégie, elle commence peut-être à les vendre au reste de l'écosystème. Alors, elle n'a pas commencé par Meta, elle a commencé par Anthropic, parce qu'une partie des modèles d'Anthropic est entraînée sur des TPU de Google. Et donc là, avec cette annonce... Donc Google, concurrent d'NVIDIA, on est au point zéro, enfin il y a une bascule. Alors je dirais que le marché est immense. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des estimations du marché, mais c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Moi, mon avis, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce marché est amené à tripler d'ici 2030. On va continuer à avoir des puces Nvidia, c'est évident, parce que c'est les seuls qui ont construit une capacité industrielle et ils ont une capacité sur les GPU qui sont nécessaires pour faire des modèles très polyvalents. En revanche, on va avoir d'autres catégories de puces qui vont arriver. Donc il y a ces fameux ASICs. Il n'y a pas que Google qui a des ASICs. Microsoft va construire les siennes, Amazon va construire les siennes, Tesla va construire les siennes. Donc c'est des cartes plus spécifiques pour des besoins. Et puis une troisième tendance qu'on va voir arriver, c'est aussi les puces intégrées pour faire tourner des modèles en local. Vous savez, ces petits modèles et qui n'ont pas besoin de tourner sur du cloud. Et donc ça va être aussi d'autres catégories de puces qu'on va appeler des edge, qui vont permettre de faire tourner des modèles, donc pour des raisons de sobriété, aussi de protection des données. Qui les produit, celle-là? Alors, ça va être encore potentiellement Nvidia, mais aussi toute autre catégorie d'acteurs. Mais en tout cas, le jeu est beaucoup plus ouvert parce que c'est plus récent. Les cartes sont rebattues dans le secteur des puces avec cette annonce. Je ne pense pas que les cartes soient rebattues. En revanche, ce qui est sûr, c'est que peut-être que... Donc aujourd'hui, Nvidia a 90% du marché des GPU. C'est évident qu'Nvidia ne va pas avoir 90% du marché de l'IA avec ces autres catégories. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais donc, cette arrivée-là de Google sur ce marché, ça va casser le monopole d'Nvidia. Est-ce que les prix vont baisser à terme pour ces puces? Est-ce que ça va engendrer en fait cette arrivée de Google? Alors je pense déjà l'évolution des puces, c'est un peu un modèle schumpeterien.
C'est-à-dire qu'il y a très régulièrement, alors là en ce moment sur Nvidia c'est le modèle Blackwell qui a remplacé le modèle Hopper, qui a lui-même remplacé un autre modèle avant, et donc chaque arrivée successive maintient quand même, donc aujourd'hui l'ordre de grandeur de la puce c'est $40 000, avant c'était moins, donc on voit plutôt une augmentation des prix. Donc il n'y a pas de tendance aujourd'hui, parce que cette augmentation des prix est tirée par l'amélioration de la performance. Voilà, on est sur des modèles de plus en plus sophistiqués. Alors il faut comprendre qu'il y a la partie hardware, mais aussi la partie software qui est très importante. Nvidia, la force d'Nvidia, c'est bien sûr les puces, mais aussi la capacité à les intégrer avec donc un software fermé qui est propriétaire, qui s'appelle CUDA, qui est très performant et qui permet aussi d'améliorer la performance des modèles. Donc en fait, tout ça est très spécifique, très fermé encore, et c'est ça qui maintient à la fois l'évolution des puces, à la fois cette architecture de modèle qui est très bonne, les prix vers le haut. Est-ce que c'est un game changer ou pas? Parce qu'encore une fois, 90% de parts de marché, Nvidia ne les aura pas jusqu'à la fin des temps. On voit qu'il y a de la concurrence avec des puces qui sont peut-être plus économes en énergie, qui coûtent moins cher. Il ressemble à quoi le marché de la puce d'ici 2-3 ans? Alors je pense qu'il sera structuré sur des grandes verticales. Donc on aura toujours les GPU nécessaires pour construire des modèles, pour des applications polyvalentes. Et là, Nvidia a une avance technologique. Pour l'instant, voilà. Alors il y a un concurrent d'Nvidia qu'on connaît un peu moins qui s'appelle AMD. Qui est aussi performant, et donc probablement que les cartes vont être un peu rebattues entre ces deux acteurs. Ensuite, on va avoir ces modèles ASICs, dont la croissance du marché va être plus importante que la croissance des GPU, parce qu'ils sont meilleurs sur l'inférence, et donc là, le marché va être beaucoup plus... L'inférence, il faut rappeler ce que c'est. Pardon, l'inférence, donc il y a deux types de façons d'utiliser de l'IA, soit on construit des modèles, soit on les bloque et après on les déploie. Une fois que l'application est construite, on fait l'inférence, et donc en fait, on utilise le modèle entraîné. C'est ça l'idée. Pour cette inférence, ce qu'on appelle les ASICs, donc ce qu'on ne produit pas Nvidia, sont mieux. Et cette troisième catégorie de modèles, les modèles locaux, et donc les puces locales. Donc on va avoir un marché qui est beaucoup plus structuré sur ces verticales. Voilà. Donc juste sur le prix, je reviens juste sur le prix. Donc il n'y aura pas forcément une baisse des prix qui pourrait permettre, par exemple, à d'autres acteurs de l'IA générative d'émerger, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très cher. Ouais, je pense qu'il y aura une baisse des prix sur les modèles précédents, un peu comme l'iPhone, si vous voulez. L'évolution d'iPhone fait que les modèles précédents sont moins chers. Ensuite, là, on attend une baisse des prix très importante, c'est sur les puces locales. C'est-à-dire les puces que vous allez faire tourner. Par exemple, les derniers modèles, le Mistral. Mistral a annoncé un dernier modèle qui est Mistral 3. Donc il y a les gros Mistral, 600, je crois, 35 milliards de paramètres. Et puis il y a des modèles beaucoup plus petits qui s'appellent Ministral, qui tournent quasiment sur des ordinateurs. On va avoir des modèles demain qui vont tourner sur des ordinateurs, sur des téléphones, sur des objets connectés. Et donc pour ça, il va aussi falloir des puces. Ces puces-là vont être infiniment moins chères aussi. Et donc je pense que ce marché va être aussi tiré vers le haut, vers de l'innovation, vers des modèles très performants. Des puces très performantes, mais aussi plus accessibles pour des programmeurs ou pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens des grands champions de l'IA pour faire des modèles en local. Donc il pourrait y avoir l'émergence de nouveaux acteurs dans l'IA générative grâce au fait qu'il y ait une démocratisation de la production des puces? C'est possible, notamment sur ces nouveaux modèles. Pour l'instant, sur les GPU, ce qui est sûr, c'est que Nvidia a un carnet de commandes plein. On l'estime, alors je crois les dernières estimations, donc le revenu à peu près d'Nvidia cette année, c'est 150 milliards de dollars, entre 150 et 200. Les carnets de commandes pour la prochaine année, les estimations, c'est 500 milliards. Alors ils vont peut-être pas pouvoir construire 500 milliards, mais pour l'instant, ils sont quand même le leader incontesté. Ils vont continuer à avoir un carnet de commandes plein, c'est sûr. Par-dessus ce marché va s'additionner un autre marché qui va être le marché plutôt des applications spécifiques et des petites applications locales. Dans le même temps, Vincent Luciani, Google frappe fort avec Gemini 3. On le dit comment? On ne dit pas Gemini 3, on le dit l'américaine? Gemini 3, c'est bien. Allez, on est à la française. Gemini, il faut l'adapter en français. Nouveau modèle d'IA de Google qui a été lancé il y a quelques semaines et qui reçoit vraiment un très bon accueil du monde de la tech. D'ailleurs, encore une fois, code rouge, nous dit Sam Altman chez OpenAI. ChatGPT a du souci à se faire avec Gemini 3. Je l'ai essayé hier justement. C'est vrai que j'étais surpris. C'était plutôt bien. Alors, Google a fait très fort. Moi, je me souviens, mi-2023, donc en écho à ce code rouge d'OpenAI, il y avait une lettre qui avait circulé chez Google qui disait « We have no moat ». Donc, on n'est plus les leaders. Et qui avait fait pas mal réagir parce qu'en fait, pour que Google circule des papiers comme ça en interne, c'était assez impressionnant. Et en fait, on se rend compte que la course à l'IA, elle peut se retourner en quelques mois. Et donc là où Google était vraiment donné troisième position après OpenAI et après Microsoft, en fait, ils viennent de faire un coup très fort avec Gemini
qui est situé. On parle du chatbot. Déjà, le modèle en lui-même, qui est un modèle multimodal, Ouais. qui s'appelle Gemini. Et après, le chatbot qui s'appelle aussi Gemini, qui est l'équivalent, si vous voulez, de GPT et ChatGPT. Ouais. Le modèle est très fort, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de les comparer, les modèles. Et donc c'est ce qu'on appelle la Leader Arena. Et sur le leaderboard Arena, Gemini aujourd'hui est le meilleur modèle. Ça veut dire quoi, pardon, pour le commun des C'est mortels comme moi en fait, on donne des tests aux modèles et en fait, on les compare. Et on regarde celui qui a le meilleur On résultat. demande quoi, par exemple? Par exemple, il y a des questions sur très simples d'histoire, de culture, des problèmes de maths. Et en fait, ça permet de comparer la performance des modèles. Aujourd'hui, Gemini est plus fort. Gemini est situé numéro 1 de tous les modèles sur les modèles multimodaux. Et utilisé par 650 millions de 650 millions d'utilisateurs. Voilà. Alors, l'application de Gemini, donc évidemment, est disponible. Et ça, c'est ça la force de Google. Elle est déjà disponible dans toutes les applications de Google. C'est gratuit en plus. Hein. C'est gratuit. Alors, il y a un modèle Gemini Pro qui est payant. Ouais. Parce que ChatGPT, au bout de 3-4 requêtes, on vous demande d'arrêter. Donc. Même fonctionnement, en fait, il y a un modèle gratuit et un modèle payant. Donc 650 millions d'utilisateurs d'un côté, 850 millions de l'autre. Donc OpenAI, toujours en tête pour l'instant, mais Google rattrape. Alors ce qui est très fort, c'est que le modèle est très bon sur le raisonnement, mais il y a aussi Nano Banana, qui est le fameux modèle de production d'images, qui a très très bien marché. C'est vrai que c'est bluffant, c'est vrai. C'est bluffant, c'est-à-dire que ça a vraiment battu aussi tous les concours aujourd'hui sur la production d'images. Il y a également la vidéo, qui s'appelle VO3. Donc tout ça, c'est une architecture qui est issue des mêmes modèles de base. Et donc tout ça, c'est très impressionnant. Et la force de Google, c'est vraiment cette capacité. Donc là, on voit en fait la puissance d'intégration de Google. Qui pourrait doubler ou pas? Qui pourrait doubler ChatGPT? Alors c'est possible que... Parce qu'ils n'ont que 200 millions d'utilisateurs d'écart. Hein, ils ont 200 millions d'utilisateurs d'écart. Et alors, ce qui est la force de Google, qui est aussi la force de Microsoft, c'est son intégration verticale. C'est-à-dire que vous allez avoir des applications YouTube, Gmail. Et en fait, Gemini va être disponible. Il commence à l'être directement partout. Dans cette suite bureautique. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas aucun effort à faire, comment ils ont eu les 650 millions d'utilisateurs? C'est parce qu'en fait, ils étaient déjà clients de Google et donc ils sont venus directement. Et donc là où ils ont une force par rapport à OpenAI, c'est qu'ils ont une double force, c'est qu'ils ont cette architecture en fait applicative qui leur permet d'avoir l'IA à portée de main, et ils ont les fameux TPU dont on revient, qui à terme va leur donner un avantage concurrentiel parce que OpenAI est obligé d'acheter. En danger, pardon juste, OpenAI en danger ou pas alors? Je pense. Sur la partie applicative concurrente ChatGPT versus Gemini, il y a un danger, bien sûr. Le jeu est beaucoup plus ouvert. C'est devenu l'homme à abattre aujourd'hui dans la Silicon Valley, dans le monde de l'IA générative, Google? Je pensais que vous alliez dire OpenAI. Bah non, maintenant. Ce qui est incroyable, c'est quand même, là, historiquement, quand on regarde ces 10 dernières années, il y avait 3-4 acteurs et il n'y avait pas de nouveaux arrivants. Ce qui était incroyable, c'est l'arrivée d'OpenAI qui a quelque part changé le paradigme. Et c'est ça qui est bluffant. C'est encore OpenAI qui est l'homme à abattre quelque part. Pour l'instant, dans la Silicon Valley, c'est plutôt OpenAI qui est l'homme à abattre. Et Google était encore en position défensive il y a quelques semaines. Et donc, pour moi, l'arrivée de Gemini, c'est un changement de paradigme parce qu'effectivement, ils deviennent leaders. Ils sont meilleurs, surtout, ils sont meilleurs. Ils ont une capacité de recherche qui est très bonne. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a l'ordinateur quantique où ils font des recherches fondamentales exceptionnelles. Je pense que c'est aujourd'hui parmi les meilleurs laboratoires du monde sur la partie recherche en ordinateur quantique. Et donc, ils seront très bons à la fois sur la recherche, sur les infrastructures, sur le développement applicatif, sur l'intégration. Donc, clairement, il faut les suivre dans les Il y a un gros écart entre ce duopole ChatGPT, Gemini, OpenAI et Google et le reste du marché, Claude, etc. et les autres? Non, il n'y a pas un gros écart. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a un nouveau modèle qui sort, il passe juste au-dessus des anciens. Ensuite, il y a un autre modèle qui ressort. Et donc, le marché, il est où alors dans 3 ans? Je pense que le marché, il va être... 3 ans, 2 ans, 1 an, 5 ans, je ne sais pas. Voilà, donc il y a plusieurs dynamiques. Il y a la dynamique des consommateurs comme vous et moi qui vont utiliser une application type ChatGPT. Et donc là, ça va se jouer entre OpenAI, Google, Claude d'Anthropic, le chat, j'espère, qui va monter en puissance. Voilà, il y a de la place. Il y a une chance, Bien sûr, il y a de la place. Le jeu n'est pas du tout fermé. Et on voit bien qu'en fait, c'est des vases communicants. S'il y a un nouveau modèle qui arrive, ça transfère. Voilà, les barrières, finalement, c'est pas comme changer d'opérateur de téléphone. C'est quand même assez facile de changer d'application. Et après, il y a une autre partie qui est le B2B, qui est moins connu du grand public, mais là où la bataille se joue aussi énormément. Avec des ingénieurs qui sont dans les boîtes. Voilà, et en fait, le B2B, c'est de dire qu'en fait, ils mettent à disposition l'architecture pour leurs clients. Et donc, en fait, il y a ChatGPT pour les clients, enfin pour les consommateurs, et ChatGPT pour les entreprises. Et là, les batailles se jouent aussi très fort. Est-ce qu'il y a une bulle, Vincent Luciani? On parle beaucoup d'une bulle dans l'IA. On voit qu'il y a eu des désinvestissements, mais de gens assez connus du monde de la tech. On parle du cofondateur de PayPal, on parle de SoftBank. Voilà, c'est pas n'importe qui. Dans Nvidia, des investissements dans Nvidia. Est-ce qu'il y a une bulle aujourd'hui de l'IA? Alors, je pense qu'il y a plusieurs dynamiques à regarder. In fine, le plus important, c'est de regarder la valeur qui est créée dans les entreprises. Parce que c'est ça qui va faire que... Et alors ?
Alors aujourd'hui, ça démarre. On a fait un salon qui s'appelle Adopt AI où il y a eu beaucoup de communication d'entreprises qui partageaient finalement de la valeur, mais c'est encore le début. C'est-à-dire que par rapport C'est trop tôt. c'est trop tôt parce que finalement, c'est surtout lié à Agentic qui permet d'augmenter la productivité des entreprises. Et aujourd'hui, le ratio coût-bénéfice, il n'est pas encore à l'équilibre, mais il est en train de s'inverser. Donc nous, on pense que c'est une grosse tendance de 2026. On fera le bilan à la fin de 2026. À côté de ça, il y a les énormes investissements qui sont consentis par les acteurs de la tech. Sur les investissements, donc pour construire des infrastructures, hein, donc c'est des murs refroidis pour mettre des data centers et c'est des chèques Nvidia. Ça, aujourd'hui, c'est estimé entre 300 et 400 milliards de dollars par an. Et le marché devrait continuer, enfin, ces dépenses devraient continuer à suivre dans les prochaines années. Donc, il faut rentabiliser 300 à 400 milliards de dollars par an. Donc là, pour l'instant, il faut qu'il y ait un ROI en face. La dernière, et donc ça, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement garanti. Mais il faut qu'on travaille dessus pour créer du ROI dans les entreprises. Ouais, oui. L'autre dynamique qui est importante à suivre, c'est la construction des data centers. Parce que si vous voulez, dans la chaîne de valeur, c'est surtout Nvidia qui est, sur lesquels les yeux ont rivé. Et en fait, lui, il engrange des commandes si les data centers continuent à se construire. La capacité des data centers aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près, on va compter en gigawatts, c'est 50 gigawatts. Donc, Et on n'a pas assez d'énergie pour les fournir. c'est 50 tranches nucléaires. Ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Les estimations, si on suit les commandes de tout ce qu'a demandé OpenAI et consorts, c'est 250 gigawatts d'ici 3-4 ans. Donc 250 Ça veut dire qu'il faut construire. Voilà, vous voyez tout de suite le problème. Ben, on voit le goulot d'étranglement surtout. Sur Alors, le fait que il va y avoir- pas en termes d'énergie, en termes d'alimentation d'énergie. Alors, je ne vous cache pas que les gens qui fabriquent du gaz aujourd'hui se portent très bien. C'est-à-dire qu'en fait, donc ils ont lancé, tous les acteurs ont lancé des programmes c'est de nucléaires. l'énergie décarbonée. Hein. Alors, le problème, c'est que l'énergie décarbonée, c'est super, mais ça ne permet pas de garantir une production linéaire, ce dont ces modèles ont besoin. Donc là, ils ont tous relancé des programmes nucléaires. Tous les acteurs, vous pouvez voir Google, Microsoft, ils ont tout, mais ça prend des dizaines d'années. Et donc là, ce qui risque de se passer, c'est que par rapport à ce 250 gigawatts, on est la capacité de les construire. OpenAI a la capacité, Nvidia a la capacité de fournir les puces, mais on n'est pas suffisamment d'énergie pour fournir. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse tendance qui risque de décaler potentiellement les commandes Donc, d'Nvidia. bulle ou pas bulle? Oui ou non? Bulle ou pas Je bulle? pense, personnellement. Il y a une bulle. Il y a une bulle. Alors, en fait, il ne faut pas généraliser. C'est-à-dire que l'IA, c'est très large. Il y a Nvidia, il y a Microsoft, il y a Mistral. Il n'y a pas une bulle sur toute la chaîne de la valeur. Il y a, à mon sens, une surcapacité sur les commandes 2026, 2027, 2028, sur la construction des data centers, qui va impacter que peut-être Nvidia va devoir réduire la charge et la commande dans les prochaines années. Ouais. Voilà. Donc peut-être, il ne sera pas sans conséquence. peut-être le carnet d'adresse, le carnet de commandes Nvidia est peut-être surestimé. Voilà. Très bien. Allez, merci beaucoup. Explication signée Vincent Lucieni, cofondateur et PDG d'Artefact. Merci à vous. Merci à vous.